Il serait une dizaine selon nos informations, 10 Français en liberté bien évidemment, et aux côtés d'Al-Jouani et aux côtés aussi de ces rebelles qui ont pris le pouvoir en Syrie et qui ont marché ces derniers jours notamment sur Damas. On va en parler avec vous bien évidemment, Sylvia Micon. On va parler des risques de contagion, risque d'un retour du terrorisme, d'autant que dans nos chairs et dans notre pays, nous avons déjà eu à souffrir et à subir de ce terrorisme syrien. Mais d'abord, quelques images. Surtout, tendez bien l'oreille, on a retrouvé ces combattants. Et ils sont là, ils se sont battus sur le terrain, ils ont pris possession de plusieurs villes, Kalachnikov à la main. Regardez. Allahu Akbar, même les chrétiens ils sont heureux. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Même les chrétiens ils sont heureux. Même les chrétiens ils célèbrent. Tous ensemble, alhamdoulilah. Jour de dimanche, jour de messe. Wallah, Wallah. Pas le temps d'aller à la messe. Les moudjahidines viennent d'entrer dans le village. Masha'Allah. Rond-point de la ville de Hama. Allahu Akbar. On va bien sûr revenir sur ces images. Assiem El Difraoui, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de ce terrorisme dans un instant ensemble, de ces Français, du risque potentiel de terrorisme sur notre sol, le sol européen. On écoutera même Anthony Blinken, l'Américain, et qui lui aussi redoute une contagion après ce qui se passe en Syrie. Mais d'abord, retour sur ces Français avec vous, Sylvia Amicon, oui. Ceux qui combattent, on l'a vu bien évidemment, et qui sont aujourd'hui en Syrie. Oui, au moins 10 djihadistes français identifiés selon notre service police-justice, même si on ne sait pas s'ils ont fait partie des combats, de la prise de Damas, des djihadistes donc au sein de HTS. Mais il y en a aussi des djihadistes français qui font partie de la brigade d'Omar Homsen. Vous savez, c'est ce Niçois visé par un mandat d'arrêt international et qui a été l'un des plus gros recruteurs de djihadistes français. Il a aujourd'hui passé un accord avec HTS. Si on reprend les chiffres qui ont été donnés ce matin même par le procureur du parquet national antiterroriste, Olivier Christen, regardez ce qu'il dit sur les 1500 Français partis dans les années 2000. 390 sont revenus, 500 sont décédés, une centaine donc se trouvent actuellement dans la poche d'Idlib, 150 sont retenus dans le nord-est du pays et en Irak, 300 sont disparus, plus de nouvelles d'eux. Sur donc la centaine de Français à Idlib, parmi eux, il y a une cinquantaine qui sont avec la brigade d'Omer Emsen, une trentaine pour HTS et donc sans doute les 10 djihadistes français identifiés et une trentaine de femmes. En 2023, à la DGSE, elle les estimait plutôt à 220, ces djihadistes français dans cette même poche d'Idlib. Tout cela évidemment mouvant avec des personnes qui changent de groupe assez régulièrement. Et puis il y a donc ceux qui sont détenus dans le nord-est syrien, c'est-à-dire dans les zones détenues par les Kurdes, des Kurdes qui sont pour l'instant aidés par les Occidentaux, par les Américains pour ne pas laisser le champ libre à l'État islamique. Mais pour combien de temps? Ça, c'est une question qui se pose. J'aurais plutôt tendance à croire la DGSE dont c'est le travail de recenser nos djihadistes sur les terrains extérieurs. Est-ce qu'on est inquiet en France ? Alors, les autorités se disent dans l'observation de la situation, selon le parquet national antiterroriste, concernant HTS. Les Français qui l'ont intégré l'ont fait depuis longtemps. Ils n'ont plus beaucoup de liens avec la France. Ils sont dans un agenda local, c'est ce que dit le parquet. Ils auraient rompu avec le djihadisme international. Un avis qui n'est pas partagé partout. Si on reprend juste les propos d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite la semaine dernière, il parlait de personnes qui ne sont pas sans représenter un certain danger. Il faut éviter la résurgence de mouvements terroristes qui puissent préparer des attentats projetés. Sur ces attentats projetés, écoutez justement le procureur du PNAT ce matin sur RTL. Je reste sur ce qu'était l'analyse jusqu'à présent, que ce qu'on appelle la menace projetée, c'est-à-dire la capacité de créer des commandos pour les envoyer sur le territoire européen, n'était pas la plus prégnante. Je ne pense pas que l'évolution récente de la situation en Syrie change beaucoup la situation sur ce plan-là.
Voilà, puis je vous donne juste une autre information de notre service police-justice de LCI. L'assassin de Samuel Paty était en lien via les réseaux sociaux et des messageries cryptées avec 2 membres présumés de HTS à Idlib. Il a envoyé à l'un d'eux un message juste après l'assassinat du professeur dans lequel il écrivait « J'ai décapité le prof, là je vais faire le djihad en France ». Il était par ailleurs fasciné par ce que faisait HTS à Idlib en parlant de meilleurs groupes djihad à rejoindre actuellement. Merci beaucoup Sylvia. Oui, on en a beaucoup à ajouter. On peut aussi parler du 13 novembre, du Bataclan, d'un des auteurs de cet attentat qui avait combattu en Syrie, blessé en Syrie et qui était revenu commettre cet attentat. Assiem El Difraoui, on doit s'inquiéter. Posons-nous les questions en fait. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce que la Syrie aujourd'hui ne va pas redevenir non pas une terre de djihad, mais une terre où l'on prépare le djihad malgré ce que l'on peut nous dire ou ce que l'on veut nous dire plutôt? Oui, je pense qu'on doit s'inquiéter, mais on ne doit pas s'inquiéter outre mesure, donc il n'y aura pas une résurrection du califat. Mais il y a 2 menaces principaux, il me semble. Donc, l'aile dure de HTC, donc le leader Joulani qui a maintenant repris son nom civil, essaye de faire figure de modéré. Mais on ne sait pas qui l'entoure. Donc, la HTS même est une coalition avec des éléments plus durs. Et il y a aussi des djihadistes individuels qui veulent peut-être exiger que le leadership se retourne d'une certaine façon vers le djihadisme. Donc, chez HTS, il y a une tension entre le nationalisme affiché et ses racines djihadistes. On ne sait pas comment tout ça va jouer. Mais ça, c'est peut-être une petite inquiétude. Une inquiétude plus grande vient en fait de l'IS, ennemi juré de HTS, et qui a encore beaucoup de cellules, quelques milliers de combattants présents dans le désert syrien, dans les petites villes. Et la stratégie, depuis très longtemps, de l'IS, c'est créer vraiment une instabilité totale à travers des attentats spectaculaires. C'est même une doctrine qui s'appelle la gestion par la barbarie, à savoir qu'il faut déstabiliser un pays complet pour ensuite prendre le pouvoir dans le chaos absolu. C'était exactement cette stratégie qui était jouée en Irak. On se souvient, en 2003, le précurseur de l'IS a commis des attentats spectaculaires, notamment contre le quartier général des Nations Unies, par exemple, avec beaucoup de morts, contre les autres cibles étrangères et contre les chiites majoritaires. Donc une fois l'IS arrive à s'aimer le cas, on vient dans un terrain complètement inconnu qui peut être très propice à un nouvel développement du djihadisme et du djihadisme global. Oui, d'autant que les poches de Daesh sont là, l'État islamique sont là et qu'également il y a des Français détenus pour le moment, je dis bien pour le moment, dans des prisons qui sont aujourd'hui tenues par des Kurdes. La France d'ailleurs paye pour qu'ils puissent y rester, qu'ils soient surveillés. Et si jamais ça se passe comme sur ces images que l'on va découvrir, c'est-à-dire que les prisons sont vidées et ces détenus se retrouvent, et c'est les pires. Parfois certains d'ailleurs ont été condamnés dans notre pays qui s'y trouvent. Il est là aussi le risque. Oui, mais le risque là, il est un peu moindre et un peu plus complexe de ce qu'on pense. Ces prisonniers, donc des dizaines de milliers de djihadistes et de sympathisants djihadistes, notamment aussi des femmes et des enfants, sont détenus par des Kurdes, notamment dans un camp qui s'appelle Al-Hawl, où il reste aussi quelques Français. Là, ces prisons, elles ne vont pas être libérées par les Kurdes, donc ça arrange tout le monde que les prisonniers restent là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, si les Kurdes sont affaiblis, si les Kurdes rentrent en confrontation avec le HTS? Il faut savoir que ces Kurdes sont assimilés par la Turquie comme leur ennemi, comme soutenant le PKK, ennemi juré du régime du gouvernement d'Erdogan en Turquie. Donc si jamais, par exemple, la Syrie tombe dans une grande instabilité, que les Kurdes sont attaqués, donc c'est le pain béni pour l'IS qui rêve que de libérer ces dizaines de milliers de ses sympathisants dans le camp kurde. Donc on a vraiment tout l'intérêt d'avoir la Syrie la plus stable actuellement et éviter des confrontations entre les différents groupes religieux et ethniques, notamment entre l'HTS et les Kurdes.
Parce que là, ça devient tout à fait une autre paire de manches. Et là, en effet, il y a un grand risque d'une résurgence de l'IS. Alors restez avec nous, bien évidemment. On comprend en général à quel point tout ça est fragile. C'est-à-dire que tout tient un fil. Que d'abord, pour beaucoup, ils n'ont pas besoin de venir ou de revenir en France pour commettre des attentats. On l'a vu avec Samuel Paty. Et d'autres, bien évidemment. Vous pouvez diriger tout ça à distance. Mais on est quand même dans un foyer à risque, on va dire ça comme ça. On est absolument, bien sûr, la situation est tout à fait dangereuse et le diagnostic stratégique nous montre bien que le pire est totalement possible. Soit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on accepte de laisser tomber la Syrie dans un trou noir et alors le danger sera encore plus grand, soit, tant qu'on le peut, on essaye, par le biais d'Erdogan quand même, qui est un des vecteurs par lequel on peut agir, on essaye de faire en sorte que tout ça soit temporisé, tout en frappant, comme on l'a dit, directement avec nos avions, autant qu'on peut le faire, si vous voulez. Mais si on ne fait rien, oui, évidemment, ça va devenir un trou noir d'où émergeront de nouveaux Bataclans. Voilà, donc je crois que dans un premier temps, il faut chercher à stabiliser tant qu'on peut le faire, essayer d'agir sur HTS, agir sur les Kurdes, effectivement, puisque on a une action sur les Kurdes, essayer de faire en sorte que tout ça n'explose pas. Si ça ne marche pas, eh bien, à ce moment-là, il faudra essayer de traiter le problème de manière militaire. Mais on sait bien que la voie militaire est toujours longue et finalement peu fructueuse. Alors, je ne sais pas quelle a été votre réaction, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu des djihadistes et des combattants parler français. La dernière fois, c'est lors des vidéos souvent sinistres de revendication de l'État islamique. Et là, pourtant, on ne va pas les réécouter, mais on les a entendus. Et il y en a un, notamment celui qui parle, après avoir salué les chrétiens, comme il dit que le djihad va continuer. Oui. Et on sait ce que ça veut dire, le djihad qui continue. Ce sont des djihadistes. Mais la question est, à la mesure où ils sont justement dans ce HTC, la base de la chose, c'est le refus désormais du djihad global. Ils sont avant tout des djihadistes nationaux. Et ça change quelque chose. C'est-à-dire, les djihadistes les plus dangereux aujourd'hui, je pense, pour nous, ce ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui avec HTS, qui est lancé dans un processus de mutation. Alors, rien ne garantit qu'il aboutira. Par ailleurs, il y aura des... Mais il y a d'autres factions, Marc. Oui, il y a d'autres factions. Oui. Mais on peut imaginer que Al-Julani, comme il l'avait en partie fait à Idlib, éradique de façon... Ils viennent d'Idlib, ceux-là, de toute façon. Voilà, extrêmement violente. De la centaine, 150 qui étaient de façon extrêmement violente, les djihadistes les plus radicaux. Le problème, c'est ceux plutôt qui sont actuellement détenus par les forces démocratiques syriennes, par les Kurdes, il y en a 70 au moins, dans les camps, qui risquent, si l'offensive turque se poursuit, de s'échapper, que les Turcs... Et si la coalition aujourd'hui se retourne... Que les Kurdes, je veux dire, peuvent remettre en liberté après parce qu'ils auront d'autres priorités, etc. Et ça, c'est un risque réel, parce que ce sont des gens de l'État islamique, ce sont des gens qui ont passé des années dans des camps qui étaient comme des camps très durs, et qui, eux, sont toujours plus déterminés. Qui ont grandi dans ces camps. Et ont grandi dans la violence, grandi dans la haine, avec une volonté de se venger qui est évidente. Et ça, c'est un risque réel. C'est peut-être pour ça, c'était le débat qu'il y avait eu en France qui avait été intense, est-ce que c'était pas mieux de rapatrier les avoir dans nos prisons plutôt que de les laisser là-bas. Plutôt que de les laisser là-bas. Peut-être que la question, vous avez raison, Marc, peut-être la question va se reposer. Vous l'avez dit, chère Sylvia. Il y a encore beaucoup des enfants sur place. Ils sont encore... Non, mais vous avez encore 150 Français combattants, dont certains ont commis des attentats, qui sont détenus. Sylvia nous l'a rapporté. Emmanuel Macron s'est dit inquiet. Alors voilà, peut-être que de les laisser... à la merci de prisons libérées, de portes qui s'ouvrent, comme ça s'est passé encore hier à Damas, c'est mieux de les récupérer chez nous. Mais effectivement, ce qui se passe de plus dangereux, ça se passe forcément dans la zone contrôlée par les Kurdes au nord-est de la Syrie, notamment le fameux camp d'Alol. C'est là où il y a un énorme risque. Et c'est là où Erdogan est à la fois notre ami
est notre ennemi. Erdogan veut absolument... C'est souvent le principe d'Erdogan, vous avez remarqué d'ailleurs, même pour Moscou. Très souvent. Et veut absolument couper sa frontière des forces kurdes. Il veut faire reculer les Kurdes le plus loin possible. On le voit sur la carte, sur les deux petites taches bleu ciel, voilà. en haut, tout au nord de la Syrie, aux confins de la frontière turque. Il voudrait faire un corridor de 30 à 40 km pour l'isoler totalement des Kurdes qui pensent liés au mouvement terroriste PKK. Si jamais il y arrive, si jamais il fait une offensive forte contre les Kurdes, il y a un risque d'évasion, que les gardiens des prisons eux-mêmes ne gardent plus les prisons, que les Kurdes même libèrent ces hommes, et ces hommes, ils pourront passer assez facilement ensuite, et notamment par Alep, en Turquie, et gagner l'Europe. Et là aussi, Erdogan peut en revanche être notre ami, s'il contrôle les frontières, et s'il contrôle les gens qui transitent à travers son pays, comme il le fait pour le moment pour les migrants, puisque vous avez remarqué que les migrations en provenance de Turquie se sont taries depuis quelques années, parce que Erdogan, tout simplement, a été payé par l'Europe pour mettre un terme à ce trafic. Maya Kadra, juste... La coopération judiciaire avec les autorités turques sur justement les djihadistes qui transitent, qui passe par le fondamental. Est fondamentale, mais elle a continué à fonctionner, elle fonctionne. Le 13, il y a eu quand même de gros trous dans la raquette. Non mais bien sûr, c'est depuis. Oui. Non, juste pour terminer ce raisonnement, en effet, d'un point de vue purement régalien français, ces terroristes, ces djihadistes sont considérés en liberté tant qu'ils ne sont pas détenus par les autorités françaises. Oui. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, ils sont en liberté. Françaises. Voilà. Un regard quand même sur... Ces vidéos, il y en a d'autres bien évidemment. Il y a aussi des vidéos que on peine à vérifier où vous avez des combattants qui sont aujourd'hui à Damas et dans d'autres villes qui ont été libérés de la tyrannie de Bachar el-Assad, qui prônent le djihad, qui prônent des attaques sur Israël notamment. Donc voilà, il y a tout un discours que l'on nous sert depuis 2 jours, et puis il y a aussi il y a une forme de réalité. Oui, et il y a aussi en fait ces Syriens dont on parle jamais. En fait, il y en a beaucoup qui ont étudié dans des campus américains, français, qui sont qui croient aux mêmes valeurs démocratiques que nous, qui ont le même référentiel culturel. En fait, ce qui distingue la Syrie de l'Afghanistan, ce qui distingue la Syrie de la Libye ou même de l'Irak aussi, c'est la présence d'une société civile quand même qui est cultivée. Et je mise beaucoup sur elle pour contrebalancer les tendances les plus obscurantistes. Pardon, mais on va revenir dessus parce que ce que vous dites est très intéressant. Mais juste une petite question, parce qu'on ne l'oublie pas, il était avec nous, Assiem El Difraoui. Voilà, il y a ce risque aussi que la Syrie devienne ce qu'a été l'Irak ou ce qu'a été la Libye, c'est-à-dire des bastions du terrorisme, où la charia est appliquée. En fait, un nouveau califat d'où pourraient partir des terroristes dans le monde entier. Donc, pour l'instant, je ne le vois pas du tout. Donc, il y a un risque des attaques terroristes, ça c'est clair, à travers l'IS. Donc, c'est uniquement une période, une longue instabilité qui peut amener la Syrie dans le chaos total pour redevenir un vrai foyer de djihadistes. Mais le djihadisme va rester présent. Vous avez mentionné la Libye, donc c'est très intéressant. Donc, en Libye, on n'a plus de djihadisme. Donc là, c'est très intéressant. Même les djihadistes très durs qui ont combattu en Afghanistan se sont rétractés et jouent le jeu politique en Libye. D'un côté et de l'autre, il y a quelques-uns qui sont devenus de grands hommes d'affaires, des autres étaient même chargés des missions par l'ONU. Donc il y a la possibilité que les djihadistes se transforment en acteurs politiques pacifistes. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Donc espérons ça pour la Syrie que HTS va devenir, donc Al-Julani a dit, peut-être il va dissoudre HTS à un moment donné, va devenir simplement une force politique. C'est peut-être pas une force politique qui nous plaît énormément. Peut-être ils vont devenir des espèces de talibans light, qui ont un agenda islamique. Mais déjà, renoncer à la violence, ça sera énormément de choses. Ce qui me fait un peu peur, c'est HTS a récemment, apparemment, encore commis des attentats suicides contre l'armée syrienne. Donc, tout ça, ça doit clairement cesser. Donc, et comme souligné apparemment, la Syrie, c'est un pays autrement plus développé que l'Afghanistan, avec une population beaucoup plus éduquée, avec des minorités différents qu'en Afghanistan, notamment d'autres religions, les chrétiens. Avec la Syrie, c'est ici le feuillet dans l'humanité, avec des villes qui
qu'ils sont millionnaires avec une bourgeoisie très éduquée, très sophistiquée. Donc, transformer ça dans une espèce de califat, ça me semble aujourd'hui très peu probable. Merci beaucoup, Essien Adifraoui, d'avoir été avec nous. Voilà, il y a à la fois de l'inquiétant dans les paroles que l'on vient d'entendre et du rassurant, mais tout est à faire. Mais c'est pratiquement ce qui vient d'être dit et peut-être la prudence du général en disant on peut laisser, mais il faut regarder, il faut surveiller. C'est-à-dire que ça peut basculer. Non, mais surtout, c'est un pays à reconstruire. Et là-dessus, l'Union européenne peut jouer un rôle fondamental. Mais effectivement, c'est conditionner, garder la pression, surveiller, regarder, et c'est ça ce processus. Mais on ne peut pas ne pas tenter ce processus. D'un point de vue terrorisme, djihadisme, la situation paraît aujourd'hui, même avec le chaos de la révolution, on est juste 3 jours après, moins dangereuse que sous Bachar al-Assad. Parce que qui a ouvert les portes des prisons pour faire sortir notamment les membres de l'État islamique? Tout le monde ne sortait pas sous Bachar. Sortaient les plus dangereux, ceux qui pouvaient causer le plus de dégâts. Pour les envoyer. Mais éventuellement, pour faire pression sur l'Occident, là, aujourd'hui, ce risque-là est éliminé. Maintenant, comme le disait Marc, c'est un pays à reconstruire, ça va être extrêmement compliqué, sous une menace qu'un groupe, qui est toujours un groupe islamiste, soit tenté d'appliquer une charia très très rigoureuse, mais dans un pays qui, culturellement, est très très proche de nos valeurs. Alep, c'est l'une des villes, si ce n'est la ville la plus ancienne du monde. C'est une civilisation qui est très 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 ancienne et qui a des liens avec l'Europe, avec les États-Unis. Il y a une diaspora extrêmement bien éduquée. Et quand on entend dans tous les témoignages tous ces Syriens qui veulent rentrer chez eux pour reconstruire, on peut avoir certain espoir dans l'avenir. Il faut juste faire attention aux grandes envolées lyriques, notamment de nos politiques. Exactement. Des premiers jours. C'est ce que je veux dire. N'ayons pas le rêve de la démocratie jeffersonienne qu'on a voulu implanter en Irak. Non, il n'y aura pas de démocratie. Mais ça ne se passe pas de la même manière, général. Je sais bien. Mais on entend des gens, quand est-ce que la démocratie va arriver? Eh bien, peut-être jamais. Et donc, ça ne peut pas être notre but. Notre but, c'est la stabilisation. C'est le fait que les minorités puissent vivre ensemble et que ce pays ne devienne pas le trou noir. Mais ne soyons pas trop ambitieux, ne rêvons pas encore comme on l'a fait en Afghanistan et en Irak. Totalement d'accord avec vous. Et peut-être un scénario en Syrie, c'est la Syrie fédérale, c'est le fédéralisme. On en peut-être reparlera.